qui n'empêche pas d'avoir une concomitance entre les deux phénomènes. On est d'accord. On peut très bien porter sur le crédit des extraterrestres une mission géologique. Bah, c'est ce qui était, l'hypothèse de Lagarde au départ. On a déjà prouvé qu'il y a une vraie corrélation entre failles et phénomènes. Tu changeras ce qui est des statistiques. Une statistique sérieuse. Je crois que l'orthothénie dont parlait tout à l'heure. Il y a un bouquin qui traite de ça, les failles sismiques, présence d'OVNI avant la manifestation d'un tremblement de terre, voilà. Catastrophe nucléaire, type pas naturelle mais humaine, ils sont là. Bon, toutes nos conneries nucléaires, lanceurs d'engins, les missiles, la guerre froide, ils viennent vérifier ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un terreau justement de contrôle à la fois de ce que... Le phénomène OVNI, de toute façon, il est multiple. Moi je pense qu'il y a une bonne partie qui peut s'exprimer, s'expliquer effectivement par des boules de plasma. Oui, on ne sait pas ce que c'est que les boules de plasma, pour parler simplement. Il n'y a pas de théorie des boules de plasma sérieuse. Puis c'est comme ils ont découvert des familles entières d'éclairs qui partent vers le haut. Oui, les sprites. Et il y a moins de 20 ans, c'était des absurdités racontées par des... C'est un peu ce que vous disiez. Par des alcooliques. Il y a 30 ans, il est dans une conférence, il est en face d'un astrophysicien qui lui dit qu'on ne trouvera jamais de planète extrasolaire. Voilà. Aujourd'hui, il y en a partout. Enfin, il y a aussi un prérequis pour l'ufologie, enfin, ça c'est ma chapelle personnelle. Ouais. J'estime que pour éviter trop facilement les erreurs, je recommande à toute personne travaillant dans ce secteur de l'ufologie ou étant intéressé, aficionado de tout ce terrain merveilleux d'ailleurs d'études, c'est d'avoir une bonne base sur la relativité générale, voire une ouverture aussi sur la RGE de 1928. Parce que quand on attribue des phénomènes inexplicables ou improbables liés au phénomène OVNI, comme déjà l'estimation des vitesses impossibles, c'est faux. C'est faux. Le dépassement de la vitesse C, la physique en parle, ce n'est pas inexplicable. Des virages angulaires, la RG explique ça. Ces phénomènes-là en font. Hein. On va peut-être continuer. Oui. Et puis on a assez de temps. Très bien. Moi, ça ne me dérange pas, il peut faire la conférence, comme ça je m'en vais. Arrête de faire je vais me prendre un café. Tu feras un café. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Là, ton petit écran, peut-être que tu t'empêches les gens de voir l'écran. Ah bon? Ah oui, je pense. Oui, voilà, il faut que je passe. Oui, si. C'est moi qui fais la petite main maintenant. Tu montes sur la. Voilà, tu montes encore plus grand comme ça, regarde. Ah, mais je croyais que c'était pour toi, l'estrage, pour ça, avec ta bataille. Oui, bah ça, c'est mon truc là. Laisse-le. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, il y a quelqu'un dans la salle ici qui voulait qu'on parle du col de Vence. Oui. Là. Voilà. Donc en fait, je commence avec cette page de garde de Vignes et Failles. Ici, là, c'est la carte géologique du col de Vence. Et là, ces traits, là, c'est les failles. Et cette petite lueur, c'est un extrait vidéo. J'ai pas le droit de diffuser la vidéo parce que ça appartient au groupe des invisibles du col de Vence et ils veulent pas trop que je la diffuse. En fait, on voit... Oui. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, on voit pas ce que... Oui. Oui, mais justement, s'il n'y a pas de pointeur laser. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. On va en faire un la prochaine fois. Et donc, la boule qu'il y avait juste là, elle est arrivée entre la colle Martine et la colle des Pouilles, c'est deux sommets qu'il y a là. Et il y en a eu trois qui se suivaient. Et dans la vidéo, on voit qu'elle rentre dans le sol. Cette vidéo est intéressante aussi parce qu'il y a une mine pas loin, c'est la mine de la Vesreine qui est une ancienne mine de lignite qui a été fermée en 1952 parce qu'il y a eu un accident, il y a eu des gazages de soufre. Et en dessous, là-bas, il y a une ancienne galerie de la mine. Bon, là on sort des failles géologiques. Oui, mais c'est intéressant. Tout à l'heure, tu as oublié de préciser que dans l'affaire de Roro, pas loin, il y a 3 mines.
Donc ça c'était pour la petite histoire du col de Vence, mais au col de Vence c'est vrai qu'il y a énormément de phénomènes, que ce soit des boules lumineuses, un bruit mystérieux qu'on entend des fois, qui est attribué à la ligne haute tension, mais si c'était la ligne haute tension on l'entendrait tout le temps. C'est un bruit qui apparaît que la nuit aussi, parce qu'à un moment donné avec un ami on était en train de filmer en zoom les câbles de la ligne haute tension pour voir s'ils vibraient, et le bruit est apparu quand il faisait nuit. C'est-à-dire qu'on a filmé pour rien. Et les gens, je pense, qui roulaient, ils devaient dire cela, ça doit être des passionnés des lignes haute tension. Et il y a aussi une histoire de dame blanche. À une intersection de failles, il y a quelqu'un qui a observé une fois une femme habillée en blanc qui restait là. Une autre fois, tout à l'heure, tu as parlé d'un témoignage personnel avec la personne qui voit une boule derrière sa voiture. J'ai un ami veilleur qui pareil au même endroit, bon c'est pas là, c'est un peu plus loin. Il a observé aussi, il pensait que c'était une moto. Et c'est l'endroit, c'est un croisement de failles, il y en a 3 qui se croisent. Et il attend, il se met sur le côté pour que la moto le double, sauf qu'il regarde dans le rétro, elle était plus là, il l'a vu passer par un chemin, mais c'était ni un vélo ni une moto. Voilà, tu peux passer. Alors là, donc, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, comme ça, j'ai entendu quelqu'un qui ronflait tout à l'heure, là, dans la salle. Donc, je sais que lire des textes en dehors. Alors là, j'ai donc plusieurs images pour vous parler aussi du fait que ces histoires de lueurs sismiques ou lueurs géologiques, on les retrouve dans les légendes. La première image, là, c'est dans le département du Finistère, c'est la baie des Trépassés. À la baie des Trépassés, il y a bien sûr des histoires de fantômes de marins qui seraient vus là. Bon, il ne faut pas oublier qu'au large, il y a 2 courants océaniques qui s'affrontent, donc il y avait souvent avant des échouages de bateaux. À la baie des Trépassés, il y a 2 grandes failles doubles qui arrivent de la mer. C'est la faille sud-armoricaine qui descend jusqu'à Saint-Mexin-l'École. Vous voyez, pas très loin de Niort, dans les Deux-Sèvres. Et dans cet endroit, donc, il y a des histoires de fantômes, de boules lumineuses, il y a aussi des marécages, donc ça peut être des gaz et marées aussi. Mais sur la faille sud-armoricaine, donc qui coupe la Bretagne, enfin Finistère, Morbihan et Loire-Atlantique, il y a souvent eu des apparitions de boules lumineuses qui sortaient du sol en file indienne. Il y a aussi des légendes de processions lumineuses, ça c'est dans les livres. Comme dans l'Aveyron. Tout à fait. Donc c'est pour ça que quand vous faites une étude, parce que c'est une étude, OVNI et faille, c'est pas une hypothèse, parce qu'il y a énormément d'hypothèses dans l'étude OVNI et faille, c'est une étude qui est faite sur le terrain. Moi personnellement, je fais souvent des veillées au col de Vence. Et pas quand il fait 15 degrés, parce que celle du 23 février qui avait été en direct sur la page Facebook de DHTV, il neigeait à moitié et puis on est parti parce que c'était la tempête de neige. Bon, le col il est à 1000 mètres d'altitude, mais en fait on s'en fout, c'est ça en fait. L'ufologie c'est beaucoup de terrain sur n'importe quelle condition climatique, qui vente, qui grêle, qui neige. Voilà. Il faut être un peu siphonné aussi, n'est-ce pas Gilles? Non, moi non. Alors ensuite, la deuxième et la troisième photo, on pourrait les mettre ensemble. C'est aussi des histoires de boules lumineuses, des légendes que racontaient les anciens. Juste ici, ça c'est la montagne, c'est pas le Garage, c'est le Castellaras dans le département des Alpes-Maritimes. C'est un ancien site templier. Et les anciens de Torrent voyaient des boules lumineuses qui sortaient de cette montagne. Il y a aussi pas mal de failles géologiques. Ici, là, bon, c'est de nuit, c'était au cours d'une veillée, c'est dans mon département des Pyrénées-Orientales, du côté de la Roque des Albert. C'est la chapelle de la Rocaveilla qui est l'ancien La Roque. Et les anciens aussi disaient qu'ils voyaient des boules lumineuses qui sortaient de ce secteur. Il y a eu un témoignage qui est d'une grappe de boules lumineuses qui avait été observée en mars 2008. Le témoignage, vous le retrouvez sur le forum Les Mystères des OVNI. Et pas très loin, il y a une faille qui borde le massif des Albers et qui va jusqu'à la côte d'Hermine. Voilà. Il y a aussi un menhir, c'est pour ça qu'on vient à la quatrième image. Alors ça, c'est le menhir de Carloas dans le département du Finistère qui mesure 9 mètres de haut. Il faisait 12 avant, mais il a été frappé par la foudre. Alors il est considéré comme le col de Vence breton, le secteur, parce qu'il y a eu des histoires de mutilation de bétail. Ils auraient même vu une espèce de d'être qui ressemblait au Chupacabra, mais en Bretagne, le Chupacabra, ouais. Plutôt froid.
Il fait trop froid. C'est ça. Les histoires de boules. Alors, par contre, comme dans chaque enquête, beaucoup de personnes disent oui, c'est à la verticale de ce qui voit, par rapport à l'estimation des distances. Et c'est comme pour les failles aussi. On place là où sont, où sont le ou les témoins. Mais il n'y a pas la géolocalisation précise du ou des phénomènes observés. Je donnerai un autre exemple, c'est comme pour les centrales nucléaires. On regarde souvent s'il y a une centrale à côté, mais il y a plus de failles que de centrales et il y a plus d'axes de communication que de centrales. Voilà, donc en fait, on dit ouais, bon bah, c'est un élément du paysage, donc l'objet était pas très loin de ça, mais c'est tout, ça se trouve il était beaucoup plus loin, comme beaucoup plus proche. Donc au menhir de Carloas, qui signifie en breton la maison des douleurs, qui est maison l'OS, enfin douleur. En dessous il y a la faille nord-armoricaine qui passe. Alors c'est pas sûr que ce soit à 0 mètre pile en dessous, parce que la faille elle a bougé au fil du temps. Et donc il y a... Bon, s'il y en a qui s'intéressent au mégalithe, tout comme Jules Durand, c'est un menhir de fertilité, c'est-à-dire que si les femmes veulent être enceintes, elles vont aller se frotter contre le menhir. Voilà. Même pour les hommes, apparemment ça marche aussi. Hein. Je n'ai pas essayé. Mais... Hein oui, ils sont enceintes aussi. Je sais pas. Ah bon, d'accord. Faites ça doucement, messieurs, parce que ça gratte. Hein. Ça irrite. C'est du granit. Surtout qu'il y a du quartz. En plus, oui, voilà, c'est abrasif. Hein. Ouais, faites gaffe quand même. Si vous voulez vous faire épiler, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vous fera les deux en même temps. Elles font le maillot. Et la photo numéro 5, c'est une photo de lueur sismique. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, et toi aussi ça t'amuse cette photo? Non, ça m'amuse. Parce que celle-là, on dirait une tête, et puis un corps, ça pourrait faire penser à une dame blanche aussi. Tu peux passer, tu passes. Je m'étais endormi, c'est pas grave. Voilà, alors depuis 2010, j'ai réalisé une carte de toutes les observations d'OVNI en France de 951 après Jésus-Christ. Jésus-Christ à 2000, les derniers c'était 2016 que j'ai rentré. Je ne rentre que les cas qui sont enquêtés. Celui de 951, ça pose problème par contre. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors je suis allé voir toutes les bases de données ufologiques, que ce soit sur internet ou dans des ouvrages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Tous les cas ne sont pas sur internet, donc j'ai dû regarder toutes les bases de données en livre, etc., même sur les sites américains, parce que des fois vous pouvez retrouver des sites, je veux dire des témoignages français sur le site du MUFON. Là, les Américains qui viennent en vacances en France, ils vont déposer leur témoignage où? Au GEPAN? Non, au MUFON. Donc c'est un peu emmerdant. Donc alors, selon le paramètre faille, parce que si vous avez sorti le paramètre axe de communication, c'est-à-dire les autoroutes, les routes, etc., il y aurait eu beaucoup plus de témoignages. Alors, par rapport aux failles, il y a 273 cas sur 2753. Alors bon, pour ceux... Ouais. 10%. Voilà. Pour ceux qui regardent ODHTV dans la salle, comme ça sera fait. ODHTV. Ah, ODHTV. Alors bon, je vais raconter pour les autres. Les couleurs, les rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, c'est en blanc sur la carte. Les rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, c'est en jaune sur la carte. Les RR3, les RR3, c'est les rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, parce que des fois il n'y a pas d'OVNI, et d'une ou de plusieurs entités. Donc là c'est en vert sur la carte. Après les roses, ça c'est les lueurs côtières, c'est des lueurs qui semblent voler parallèlement au littoral, parce qu'il y a aussi les failles sous-marines dans ce secteur. La noire, c'est catégorisé comme une lueur sismique. Ça a été trouvé sur une base de données des séismes, c'était au cours du tremblement de terre qu'il y a eu en 1972 en Charente. Oui, tout à fait. Et donc les gens ils avaient observé des boules lumineuses qui semblaient sortir de l'eau au moment du séisme. Donc ensuite le petit bonhomme bleu, ça c'est une apparition mariale. Donc ça a été attribué à la Vierge ou pour certains d'autres à les fantômes. Ça dépend. Donc voilà. Les rouges c'est les RR6.
Rencontre rapprochée du 6e type, blessure ou mort causée directement ou indirectement par la présence d'un ovni ou d'une entité. Violet, c'est rencontre rapprochée aérienne, c'est-à-dire avec un avion et un ovni. Enfin, est-ce qu'on peut mettre en RR6 le cas, pas Golfech, le plateau d'Albion, sur des chiens? C'est pas au plateau d'Albion. Ah, à côté. C'est dans le Verdon, c'est pas le même secteur. C'est à côté de la base militaire de Canjure, ce qui est le grand champ de tir, les mutilations. C'est ça. Mais c'est pas Albion. Oui, enfin, ils en parlent, ils le mettent en... Ah, mais c'est un peu comme si on disait, est-ce que la mutilation de Paris... non, est-ce que la mutilation faite à Dieppe, on pourrait la mettre à Paris? Non, mais quand on parle du plateau d'Albion, enfin, c'est des missiles, c'est la non. Il n'y en a eu qu'un, de toute façon. Non, maintenant, il n'y a plus de missiles au plateau Non, d'Albion. je sais bien, mais ça, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui savent. Oui, mais c'est pas... Mais c'était le seul site français. On parle de celui-là. Il n'y a pas d'erreur possible, américain. Donc, est-ce qu'on peut attribuer une RR6 sur des chiens? Je parle des chiens des équipes cynophiles militaires français. Non, mais est-ce qu'il y a des observations d'OVNI? Bien sûr. Ou d'entités? Quand il y a eu la Bien mutilation de chiens? Bien sûr. Bah, le rapport d'enquête. Il y est. Ah, attends, je sais pas, je connais pas la partie GEPAN. Moi, j'ai la partie ufologique. Il n'y a pas eu d'enquête de fait, puisque ce sont des militaires. Il n'y a pas eu, moi, j'ai pas entendu ni lu. Ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, c'était sur un reportage que j'ai vu sur Internet, où un militaire s'exprimait de façon anonyme, alors qu'il est à la retraite, ou il s'est passé il y a de ça 20, 30 ou 40 ans, et de façon anonyme, il a fait son signalement. Bah, c'est normal. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite autour de ce truc. Et apparemment, les hommes qui étaient présents sur... Enfin, on va pas... Oui, mais quand je dis enquête, je dis pas forcément officielle. Mais voilà. Madame. Mais oui, mais apparemment... Oui, mais là, il s'appuie sur des enquêtes, soit d'ufologues, soit... Mais moi, je parlais d'ufologue. Eh ben, oui, mais non, apparemment, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais voilà. Ufologue, enfin, j'aime pas ce mot. Oui, enfin, c'est fourre-tout. Touriste. C'est fourre-tout, c'est vrai, t'as raison. Bah, il y a un mot, n'empêche que autant quand tu y utiliser. vas, tu te déplaces, tu vas à 3 personnes, tu poses des questions, tu fais des interviews, tu prends des photos, de machin, tu fais des enquêtes. Bah non, ça a pas Si été ça fait. vaut rien, bah alors plus rien ne vaut. Enfin, sur cette situation, apparemment, c'est pas ce qui a été fait. Ah, je suis désolé, Il y a je l'ai eu- vu, j'ai vu un reportage. Les Mais questions, un vu, c'est à la vous fin. avez vu, mais c'est un reportage. Les questions, ça... Les questions, c'est à la fin. Les prises de bec, C'est c'est à une la fin. interview. Excusez-moi, monsieur, les questions, c'est à la fin. Voilà, c'est une interview. Bon, alors là, c'est détaillé. C'est observé. Mais non, Continuons. Mais non, Allez, écoutez, mais non, mais non. Oui. Là, donc, c'est détaillé par rapport au phénomène observé. Donc, pour les boules lumineuses, il y a 163 cas. Oui, 133, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. 133 sur 273 cas. Donc, alors, les couleurs observées des boules lumineuses ou des lueurs, c'est bleu, jaune, orange, rouge, rose, vert et violet. Les observations de phénomènes de type sphérique de couleur bleue et rose, vous en avez souvent quand il y a des crashs d'avions dans le triangle de la Burle, pour ceux qui connaissent. C'est où? C'est le triangle des Bermudes français, qui se trouve entre le Puy-en-Velay, le Mont-Mézin et j'en trouve. Non, c'est le Massif central. C'est ça, c'est dans ce secteur-là. Ouais. Les comportements, donc vol-sol ou en formation, rentrent ou sortent du sol, comme pour ce que je vous expliquerai tout à l'heure, l'affaire qui s'est déroulée au Grand Ponceau, dans le département de l'Yonne, où donc la mère d'un ufologue a observé en allant au marché une espèce de soleil qui semblait sortir du sol et qui est parti dans le ciel. À cet endroit-là, il y a une petite faille qui passe sur un axe nord-sud. Et il y a aussi un ancien cimetière qui est en dessous, donc on pourrait se demander beaucoup de choses. Hein? Tout à fait. Il y a un ancien chêne aussi, ceux qui sont dans les mégalithes, etc. Et normalement, il y a aussi des ferriers, des anciennes mines de fer. Un ancien cimetière, ça peut pas penser quelque chose. Oui. Émanation de phosphore. Le phosphore. Voilà, on revient au gaz des marais, des années 50. Oui, mais c'est ça en fait l'étude géo-ufologique, parce que même si cette carte-là fait partie de l'étude globale géo-ufologique, il
il faut prendre en considération tous les éléments. Là, c'était le paramètre faille, il y a aussi le paramètre rivière souterraine, datation des roches, s'il y a des zones karstiques, si c'est du calcaire, du granit, ben, tout quoi. Ouais, ok. Là, ça concerne les failles, mais c'est ça le problème. Il faut pas regarder qu'un paramètre. Bah, si on étudie les failles... Bah, pas forcément, il faut mettre aussi tout ce qu'il y a. J'ai ouvert le débat sur tous les failles, mais les mines, Les carrières. les carrières, les rivières souterraines, les gouffres, etc. C'est pas du tout les mêmes choses. Hein. Ah oui, mais bon. C'est au géologie. C'est la géologie. La géologie, c'est ça. Ouais. Ouais, ok, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, autant pour toi, hein. Tu me devras 2 € après. Non, je donne rien du tout. Le compte pour payer son voyage, 2 €. Voilà. Ticket de métro. Donc ensuite, stationnaire, effet physique, action sur les végétaux, ça va vous rappeler certainement beaucoup d'affaires en ufologie, comme l'affaire de Landévennec en mai 1974, où il y avait eu 8 sphères sur la route. Il y a eu une altération de la chlorophylle, enfin des végétaux, diminution de la chlorophylle, vieillissement prématuré des végétaux, voilà. Et dans ce coin-là, il y a plein de petites cassures géologiques. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir l'emplacement exact de là où a été vues les sphères. Ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient sur une faille. Les failles là-bas sont sur un axe nord-ouest-sud-est. Ensuite, panne électrique. Ça, c'est principalement pour les boules rouges. Et suit la faille. Ça, c'est ceux qui volent en file indienne. Ensuite, il y a masse disque, donc 97 sur 273 K. Alors les couleurs bleu, blanc, orange, bleu glacier, comportement stationnaire, avec des lueurs autour des disques, en formation, effet physique, réaction des animaux, ça vous rappelle aussi des cas d'observation de vie, proches, et suit la faille. Et après, bon bah, j'ai mis les triangles, mais j'aurais pu m'abstenir de les mettre, pardon, et parce que bon, c'est pas le plus important dans cette étude, c'est d'étudier les boules et les masses, les boules lumineuses. Ouais, tu remarqueras que dans Esdalen, dans la vidéo, il y a une vidéo de triangle. Oui, mais il n'y a pas une masse, c'est des lueurs. Ah non, un triangle blanc. On ne vous entend pas bien quand vous parlez. Ça semble intéressant, donc si Oui. vous pouvez parler Non, plus je fort. n'écoute pas, pourquoi Ah oui, mais... J'ai un deuxième micro. J'ai un deuxième micro. Voilà, ça marche là? Oui. Bon. Oui. Non, je disais que dans le film sur Esdalen, on voyait donc un triangle lumineux. Tout à fait. On peut passer. Et sur la faille, c'est que ça se déplace le long de la faille. C'est ça. Comme ce cas-là, c'est le cas des Villers, ou Villers. Villers. Tout à l'heure, il vous a montré une reconstitution, mais ça, c'est la reconstitution selon le livre Mystérieuse soucoupe volante. Qui est en vente Et... Hein? Qui donc le témoin a observé donc, une espèce d'ovni, c'était intitulé comme un chapeau de breton, enfin un chapeau breton. Et l'ovni, selon les cartes géologiques, bah ça c'est sur le lieu, hein. C'est quand je m'y étais rendu sur place. J'avais d'ailleurs fait une veillée le soir, comme à tout lieu où je me rends, généralement. Et juste en dessous, il y a donc une faille géologique qui passe, on peut passer après parce qu'il y a les cartes. Donc voilà, donc le témoin, il venait de Ouan pour aller vers Évier. Juste en dessous là, donc il y a une faille, c'est celle que vous voyez juste là. Et donc il venait donc, alors Ouan c'est par là, hop, il était là, et puis il a vu au loin une espèce de phénomène de type lumière rouge. Il s'est arrêté. Et après, il a vu l'engin qui arrivait, celui-ci, où il y avait des espèces d'étincelles sur les côtés. Et il stationnait très peu à la hauteur des sapins, qui sont juste là. Et puis il a filé, il a continué donc, sur la faille. Si on regarde un peu les histoires du coin, pas loin des Villers, c'est ça ? Villers. Oui. Il y a le village qui s'appelle Sept-Fontaines, où il y a je ne sais pas combien d'histoires de fées qui sortiraient des fontaines, les fameuses 7 fontaines. Et à Ouan, un petit peu plus haut, il y a Notre-Dame des Anges, où il y a de nombreux ex-voto à l'intérieur de la chapelle. Et il y a eu, dit-on, une apparition mariale. Donc il faut regarder tout phénomène qui se passe autour à chaque fois quand vous faites ce genre d'études.
peu... voilà, ponceau. Alors... On y sera après-demain. Moi j'y étais ce matin. Voilà. Donc alors dans le département de Lyon, il y a Rémi Fauchereau, ufologue, membre du SO aussi, et président de la EPA, Association d'études des phénomènes aériens insolites, et aussi reporter pour ma web TV, ODH TV, donc reporter pour le département de Lyon et les départements limitrophes. Et donc dans le lieu-dit où il vit, donc sa maison elle doit être ici, là. Bon, alors lettré, là c'est parce que quand je vais chez lui, j'ai tendance à placer des caméras branchées à UFO-Capture pour surveiller la faille. On sait jamais, je peux peut-être filmer un de ces 4 lueurs géologiques ou sismiques. Donc jusqu'à présent c'était une caméra de type chasseur fantôme, c'est-à-dire une caméra à large spectre qui voit dans l'IR et l'UV. Et là cette année j'ai laissé la caméra 360. Jamais, il y aura peut-être quelque chose. Donc voilà, la faille elle coupe. Il vit en deux. Là ici c'est la tente donc, de Rémi Fauchereau qui montre du doigt là où, parce qu'en fait elle habite ici à rue des Chailloux. Elle a souvent fait des observations dans le coin là où elle voyait des boules lumineuses de couleur rouge. Il y avait aussi un moment où il y avait comme une aurore boréale mais de couleur rouge, c'est-à-dire que tout le ciel était éclairé en rouge. La lueur qui semblait sortir du sol, bah, c'était ici, parce que là vous avez l'ancien cimetière et le chêne, et c'est dans cette zone-là que donc, Simone Fauchereau observait donc, une sorte de soleil qui sortait du sol. Voilà. Et puis un petit peu par là, il y a aussi des ferriers, et puis selon un ami qui les ferriers, ce sont des mines de fer. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais avant. Selon un ami qui s'intéresse beaucoup aux Romains, etc., les Varennes, pour lui, il y aurait avant une villa romaine. Mais bon, ça, c'est d'autres théories en ufologie. Tu peux cliquer sur... Sur ce truc-là ? Oui. Attends. On ne sent rien. Ici. En dessous. Mais c'est au maximum aussi. Bon, coupe. Oui, alors c'était quoi ? C'est exactement ce que j'ai dit à l'instant. On entend Rémi qui parle de sa mère, qui voit l'espèce de soleil qui sort du sol et qui reste en sustentation et qui va dans le ciel. Voilà. Passe. Alors ça, c'est un autre secteur que j'aime beaucoup. C'est entre l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. C'est le secteur de Saint-Just-Redon, où il y a énormément de failles, comme vous voyez. Redon, c'est là. Donc là, vous avez une première, une deuxième, une troisième. Et là, c'est les mégalithes de Saint-Just, qui ne sont pas en granit, mais c'est du schiste. Et là, il y a énormément d'histoires. Alors là, logiquement, ce serait bien qu'il y ait des caméras de surveillance de type comme Aisdalen ou même au Col d'Anse, c'est le projet AMS ou le CEPO, pour surveiller le secteur, parce qu'il y a des histoires de flash lumineux de couleur bleue qui sont vus dans cette zone. Il y a des fantômes, il y a des dames blanches, il y a des lueurs qui sortent du sol en file indienne. Il y a aussi des dames blanches mais rouges, des dames rouges, de stoppeuses rouges. Il y a aussi pas mal de marées dans le coin. Il y a ici là, le dolmen du Tréal, qui est plutôt une allée couverte qu'un dolmen. C'est un dolmen où il y a une légende de fées qui irait dans cet endroit qui sortirait des pierres. Donc ça, c'est des zones intéressantes à l'étude. Mais une étude qui prendrait du temps. C'est jeu, non ? Oui, donc, déjà. du temps. Alors il y a d'autres sites. Hein. Bon là, l'image, c'est pas une vraie photo, c'est une reconstitution 3D d'un phénomène qui a été observé donc, dans le bois de Toulaïron, dans le département du Finistère. Ça pourrait rappeler l'affaire de Roro, sauf que là, c'était les 3 boules qui marchaient à tête d'homme, ou comme ça, pour ta taille. Mais... Petit con. C'est gratuit. Mais j'ai une semaine pour lui casser. Et donc ça passait dans les buissons et ça ne brûlait pas. Et dans cette zone, il y a aussi une faille géologique. Il y a aussi, pour les légendes celtiques, un roc où, soi-disant, on faisait des sacrifices chez les Celtes. Ah, tiens, on pourrait y aller.
Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Alors bon, bien sûr, le secteur du col de Vence, où il y a toujours des observations, hein. C'est pas parce que Lumière dans la nuit, ou même d'autres magazines, ou même la télévision n'en parle pas, il y a toujours des observations au col de Vence, qui pourraient être des lueurs géologiques, ou autres. Ensuite, il y a bien sûr la faille sud-armoricaine, et le secteur de Mazamet dans le Tarn, où, selon l'ufologue Didier Gomez, qui avait écrit le livre OVNI dans le Tarn, il y a eu pas mal de phénomènes de type disques lumineux qui semblaient frôler la faille, et de boules lumineuses, etc. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une étude avec beaucoup de théories. On va passer à toutes les théories que j'ai pu entendre, et il y en a d'autres concernant les failles. Il y en a qui pensent que les failles sont un peu comme des grosses stations-service pour les ovnis, c'est-à-dire qu'ils viennent se recharger par induction au-dessus du magnétisme, enfin des zones électromagnétiques. Les ovnis suivent les failles, il y en a qui pensent que c'est comme des chemins, les failles. Ensuite, simplement le hasard. Ensuite, donc, il y a la théorie de Persinger, que vous avez dit tout à l'heure, Jules Durand, ici présent. C'est monsieur. Ah oui, Patrice Galacteros. Et la théorie des lumières terrestres, qui est aussi la théorie de Devereux, ou Devereux, qui sont sur les lueurs sismiques. Tu peux passer. Alors, les phénomènes sismiques, tu vois bien Thierry, c'est bon? Non, mais c'est pas grave. Ah. J'entends. Il écrit. Je scribe. Alors, par le passé, il y a eu énormément de personnes qui sont intéressées à ces phénomènes sismiques, aux lueurs sismiques. Pour ma part, j'ai remonté l'étude des lueurs sismiques à 1852. Il me semble que tu avais trouvé un autre article par rapport à Helvetica suisse, là. Oui, enfin, c'était ça. C'était celle-là? Mais là, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est plus ancien. Parce que j'ai compris, pardon. Bah alors. Oui, bah, bon, c'est un tout, oui, donc, dans ce que je montrais tout à l'heure, le document de Berthelot était plus ancien. Donc, je crois qu'il faut être cherché, il doit y avoir une nomenclature des travaux qui ont été faits sur les lueurs géophysiques, au 19e siècle particulièrement. Alors, il y en a un qui est disponible gratuitement en PDF sur Internet, c'est le catalogue des lueurs géophysiques de Marc Calais. Vous pouvez le télécharger. Ufologue belge. Ufologue belge, oui. Vous pouvez le télécharger, et puis vous avez énormément de détails. Là, j'ai juste résumé. À mon avis, quand vous lisez ça, il y a beaucoup de choses qui vous rappellent les phénomènes OVNI, les rencontres rapprochées, inexpliquées, etc. Alors, niveau bruit, vous avez des grands bruits, des bruits de rames de métro, des bruits et boum souterrains. Les bruits de rames de métro, en 2016, avec les membres de l'équipe de DFTV, on a réalisé un camping au pied du Bugarach. Bon, ça s'est vite su qu'il y avait un groupe d'ufologues qui était là, d'enquêteurs, du coup on a reçu pas mal de témoins. Et il y a un témoin qui me fait, une personne est venue nous dire qu'elle avait entendu, comme s'il y avait un train souterrain qui passait sous le sol, quoi. Bon, Bugarach, il n'y a pas de train, le train le plus proche, c'est ça, il est à Limoux ou à Quillan. Bon. Par contre, pour le Bugarach, c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler de lui. C'est vrai qu'à une époque, je traînais beaucoup au Bugarach parce qu'il y avait des veilleurs et des enquêteurs, mais depuis 2012, tout le monde a mis la clé sous la porte. La clé sous la porte, pour pas passer pour des allumés. Les allumés sont restés, quoi. C'est ça, hélas. Et le Bugarach, en fait, est entouré, ça fait un peu comme un phare à cheval quand on repère les cartes géologiques, il est entouré par plusieurs failles géologiques. C'est pas la faille nord-armoricaine, nord-pyrénéenne, le bug. C'est le front nord-pyrénéen, en fait, la faille qui passe là. Et après, là-bas, du côté des châteaux cathares, Kérébus, et on continue plus loin. Non, Ségur, c'est l'autre côté. Non, ça me dit le côté. Ben alors, je l'aurai un jour, je l'aurai. Fais gaffe, je t'aurais mis, t'as 150 questions qui t'attendent oui, je sais, pour l'interview. Oui. Tu peux en rajouter, hein. Oh non, ça va, c'est bon. Ensuite, il y a des flashs bleus, boules, jaunes, oranges, lueurs en file indienne, des éclairs centenaires aussi,
c'est-à-dire il voit donc de la foudre, mais il n'y a pas de bruit. Réaction des animaux, magnétisation des objets, action sur les végétaux, vieillissement des plantes. Le ciel en feu de type aurore boréale, ça c'était au cours du grand séisme de Lambesc dans les Bouches du Rhône, à Aix-en-Provence. Les habitants avaient observé comme une aurore boréale, une grande draperie, comme ils disaient, mais de couleur rouge, qui change des aurores boréales classiques qui sont plutôt vertes. Généralement, dans nos régions, elles sont plus rouges qu'en Norvège, où elles sont plus vertes et violettes, mais chez nous, elles sont beaucoup plus rouges. Donc ensuite, lueur sortant ou rentrant du sol, et les lampes de feu, ça c'était du côté de Remiremont et Épinal, que j'avais trouvé le... Monsieur Raoul, non. Non, ça ne dit rien, je suis pas rouge. Monsieur Raoul, il demande à la clé. Je suis pas rougien. Tu peux passer. Je voulais juste dire que dans le cas que je présentais au Chili en 1883, c'est juste un extrait que je vous ai passé, mais en fait, quand on lit le témoignage complet, il est question, à un moment donné, à la fin de l'observation de cette boule de lumière qui s'est, je dirais, concentrée à partir d'une sorte de draperie dans le ciel, ça s'est terminé, donc tous les objets se sont magnétisés. Et il y avait des sortes, ça ressemblait à des feux de Saint-Elme sur les objets métalliques. Et à notre cas, c'est... Magnétisé, c'est il est resté magnétisé. Oui, voilà. En fait, des objets métalliques, des objets ferreux, se réunissaient ensemble parce qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Et il y avait également donc un phénomène de feu de Saint-Elme. Et je suis en contact aussi avec, parce que les lueurs sismiques, etc., ça fascine beaucoup de gens sur la planète. Je suis en contact avec quelqu'un qui bosse sur ça à Hong Kong, mais aussi au Québec, c'est Jean Vézina. Et il y a un des UFO qui m'avait raconté une histoire. Et là, je ne sais pas si c'est phénomène sismique ou autre, si tu en avais parlé déjà. C'est une boule qui sort d'une branche d'arbre, qui tombe par terre, qui roule et qui explose comme les... Tu sais, quand vous faites des bulles de savon, ça fait hop, et il n'y a plus de lumière. Et ça, par contre, il n'y a pas de faille dans le secteur. Alors, peut-être devant un phénomène différent de pourrissement. Certains pourrissements peuvent provoquer l'émanation de certains gaz. Est-ce que tu peux passer. Est-ce que vous êtes intéressé au même phénomène, mais marin? Oui, les OANI. Ouais. Oui, bien sûr, puisque je collabore sur le livre de Sylvain Matisse, OANI 2. J'ai écrit un article sur les historique, c'est-à-dire que sur les carnets de bord des marines à voile, de tout pays d'ailleurs, on a des comptes rendus qui ressemblent étrangement à ce que des descriptions de boules lumineuses sortant de l'eau, suivant ou naviguant sous et suivant les bateaux. Tout à fait, mais j'aurais pu en ramener plein parce que j'aurais pas le droit. Le thème c'était OVNI, c'était pas OANI. Oui, mais il y en a qui ont fait aussi des rapports par rapport aux failles sous l'eau. Oui, mais le thème de la conférence, c'était les objets volants, c'est pas les objets maritimes. Oui, je suis d'accord, mais... Oui, c'est on pourrait dire aussi les OSTNI, les objets souterrains non identifiés, pour ça. Oui, mais là je parlais de phénomènes lumineux. Oui, ça peut être lumineux aussi. Oui. Mais tu as raison, ça se ressemble beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais dans les tsunamis aussi. Tsunami, oui, tout à fait. En Papouasie, les gens ont déclaré qu'ils ont été brûlés par l'eau. Qui brillait et qui était lumineuse, et les savants ont dit que c'est impossible. Dans le cas de 1836 à Tenerife, que je n'ai pas conservé là, mais que j'ai dans les zones récurrentes, j'en ai parlé, le témoignage des gens, c'est ça. En fait, il y a des boules de lumière qui descendent du flanc de la montagne et qui viennent se promener sur l'eau, et les gens ont été emportés par, on va dire, un raz-de-marée. Il y a eu une énorme tempête, et il y a 500 morts, je crois, enfin, il y a des centaines de bâtiments rasés, etc. Et les gens ont été emportés par une sorte de tsunami, en fait, et ils ont essayé de rejoindre la côte, et en fait, ils disent que les boules de lumière qui se promenaient sur l'eau les aidaient à rejoindre la côte. Alors, il y a aussi l'affaire de Christophe Colomb avec les 3 bateaux. Vous avez bien noté, phénomène lumineux. Alors là, on est en 1500. Mais lui, on peut en retrouver dans les écrits médiévaux et puis même avant. Ça remonte à vous. Oui,
Petit Hervé, on n'est pas bientôt fini. Alors tout à l'heure je parlais de l'Andévenec, bon là c'est juste une simple reconstitution vite fait 3D, donc les lueurs qui étaient sur le bord, et les gens ils ne sont pas allés jusqu'à l'Andévenec ce jour-là, ils ont fait demi-tour, ils sont à la gendarmerie il me semble, de Telgruc, il me semble. Ça, bon, toujours pareil, bon, c'est selon le dessin du témoin, avance le 17 avril 2007, pas au col de Vence, avance. Hein. Et dans le quartier où a été vu ça, avant il y avait la présence d'un ancien dolmen, il y a une petite faille géologique qui passe, mais vraiment petite. Après, pour les bruits sismiques, je vous ai mis un truc récent. Le 18 avril 2018, il y a eu un petit séisme à la Saint-Cyr-sur-Mer, dans le département du Var. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait bien de faire une capture d'écran de ce qu'ils ont entendu, les gens. C'est-à-dire des bruits souterrains par rapport au gros séisme, enfin micro-séisme. C'était pas un gros séisme. Et là, c'est pas qu'il y ait une image piquée sur le net. Hein. J'ai une autre passion, c'est la foudre. À mon avis, il l'a pris plusieurs fois. Non. C'est ça, hein. C'est pour filmer la foudre en boule. Ah, pardon. Alors, à force de regarder quelque chose, un outil qu'on utilise souvent, le RENAS, le Réseau National de Surveillance Sismique, où on voit les épicentres, vous pouvez les télécharger en KML ou en KMZ sur Google Earth. Je regarde aussi Blitz, j'ai toujours du mal avec ce nom, Blitz or Zoom, live, c'est les impacts de foudre en direct. Et j'ai remarqué quelque chose de curieux, c'est que les impacts de foudre sont des anciens ou des futurs sites d'épicentres de micro-séisme ou séisme. Donc c'est pour ça que je surveille les deux, et je pense peut-être un jour, parce que je commence à être bloqué par rapport à l'étude, contacter le laboratoire de la foudre dans le Cantal. Oui, c'est Piccoli. Qui avait fait aussi une intervention au Quépan, où il avait parlé aussi des plots, qui m'avaient beaucoup intéressé, surtout une espèce de catalogue de phénomènes, les phénomènes lumineux, orageux, transitoires. Je vous conseille sur Internet, sur YouTube, de regarder une série qui a été faite par le CNES et le GEPAN qui s'appelle Juste Ciel. D'ailleurs, il y a un épisode sur la foudre en boule où on voit ce Piccoli parler de la foudre en boule et quelques vidéos de foudre en boule assez rares, mais c'est très intéressant. Je peux passer. Je pas. Alors tout ça c'était selon l'étude géoufologique phase 1, parce que j'en ai fait une depuis quelques temps. Phase 1 c'est par rapport aux saisons sur ODH TV, là c'était par rapport à la saison 6 de reportage. La saison 7 va bientôt arriver, où c'est l'étude géoufologique phase 2. Pareil sur les failles, études, etc. C'est excellent aussi. Alors j'ai fait une comparaison donc, entre les lueurs, phénomènes sismiques et les ovnis. Dans certains cas il y a des ressemblances, comme nous l'avons vu un peu tout à l'heure, avec les différents effets. J'ai comparé aussi, ça a été long, s'il a fallu que je retrouve les archives des micro-séismes et séismes, c'est assez long à éplucher tout ça. Entre les micro-séismes en France de 1971 à 1984 par rapport aux bases de données ufologiques. Alors, il y a des observations de type lueur quelques heures avant ou après un micro-séisme, mais dans 95% des cas, c'est dans une autre région. Souvent, il y a eu par exemple des micro-séismes dans le département du Var. Quelques heures après, il y a une observation d'OVNI à Nancy. C'est pas vraiment le même secteur. Alors, comme j'ai dit, surveillance quotidienne des micro-séismes avec le RENAS et des différentes alertes OVNI des associations en France. Tu peux bouger. Alors, les outils, ça c'est le RENAS, hein, voilà. Donc, vous avez les différents points qui ne sont pas forcément que des micro-séismes ou séismes, parce que depuis un certain temps, sur le site du RENAS, ils font la distinction entre les séismes, les tirs de carrière et les explosions. Donc là, vous avez tout. C'est les tirs de carrière et explosions. Les tirs de carrière, ça pourrait être aussi intéressant finalement de voir pour les carrières à cause de l'effet de type triboluminescence ou piézoélectricité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de type flash causés par les roches. Mais pour la triboluminescence, c'était... moi j'avais marqué, mais c'est pas la peine. Tu as eu la deuxième version, mais c'est pas du PowerPoint. Il y a la calcite, la dolomite, la spharéite, et etc. Voilà. Donc il y a le RENAS, il y a Sismo Azure, il joue au portail bien sûr pour les cartes géologiques, parce qu'avant le problème
des enquêteurs, c'est que les cartes géologiques, ça douillait avant. Enfin, ça avait un certain coût. Parce que maintenant, tout est disponible sur le BRGM, Géoportail, et c'est très bien. Ça évite de... Oui. Non, non, je sais pas. BRGM, Euro... Bah, tu veux dire la recherche géologique et linéaire. BRGM. Ensuite, bien sûr, les bases de données sismiques ou séismes. Les bases de données ufologiques, le nom que j'arrivais pas à dire tout à l'heure, Blitzortung.org, donc les impacts de foudre en direct. Tu peux passer. Les bases de données séismes, pourquoi tu parles alors? Sur le RENAS, tu peux rechercher différents événements dans les archives, quoi. Bon, c'est pas très facile d'utilisation, je l'avouerai, parce que j'avais essayé de faire une recherche par rapport à une observation qu'il y avait eu dans mon département le 21 janvier 2010, et que j'avais aussi faite. Personnellement, je me demande si c'est pas des lueurs sismiques. Il y avait eu 80 témoins dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. D'ailleurs, j'étais passé dans le journal pour chercher d'autres témoins. Et c'était des lueurs aussi, 6 lueurs sur l'horizon, qui faisaient un effet de balancier. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de corrélation. Donc alors oui, je vais faire une petite pub pour quelqu'un qui a repris l'étude géoufologique concernant les failles, mais pour ses enquêtes dites paranormales. Et d'ailleurs, il a fait énormément de corrélations. C'est pour ça que sur cette étude, je bosse également avec des chasseurs de fantômes, des personnes qui enquêtent dans le paranormal, qui sont plus dans le paranormal, parce qu'ils s'intéressent aussi aux phénomènes de type lueur sismique. Parce qu'ils ont remarqué que dans certains endroits où il y a des poltergeists, des phénomènes dits paranormaux, il y a des failles en dessous, enfin une ou plusieurs failles. Donc ils pensent que c'est peut-être des problèmes d'ordre électromagnétique. Tout à fait. Vous pouvez dire son nom. Hein? Alors c'est Vivien du RPI, donc recherche phénomènes inexpliqués. Donc c'est quelqu'un qui enquête surtout dans le département des Hautes-Alpes. Il fait des lives sur Facebook aussi, où des fois il fait des enquêtes en live pendant 3 ou 4 heures. Donc vous le suivez avec lui dans des endroits. Pas forcément il se passe des choses. Il aime bien aller aussi. Il a aussi un catalogue de méprises. C'est pour ça que j'aime bien ce monsieur. Mais pour un autre site qui s'appelle ABP, où en fait il explique les méprises avec les photos surprises dans le paranormal. Donc voilà, donc lui c'est plutôt faille et paranormal. Donc sa vidéo qu'il a publiée là est sur Facebook. Et donc comme m'a dit si bien Gilles tout à l'heure, on pourrait faire une suite l'année prochaine parce que j'en aurais pu parler de plus de cas. Parce que il y en a beaucoup quoi. Patrice, tu tiens le coup, c'est bon? Oui, c'est endormi. Dans debout. Oui, tiens, petite anecdote en parlant de ça. Dans le département de Lyon, tu as un lieu-dit qui s'appelle Migraine, et comme de par hasard, tout a une faille. Voilà. Et ça fait mal à la tête. Ouais. Ben, on sait pas, on n'est pas allé voir les gens, peut-être qu'ils sont morts. Hein. Des migraines, généralement. Oui. Vous avez parlé des différentes théories, mais selon vous, pourquoi les ovnis s'intéressent aux failles géologiques ou ovnis? Ça dépend dans quel sens vous dites ovni. OVNI extraterrestre. Ah, ovni n'est pas forcément extraterrestre. Donc les extraterrestres? Bah ça je peux pas le répondre, j'en ai pas rencontré encore. Vous avez une théorie personnelle? J'ai pas de théorie personnelle. Là c'est une étude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie. Et ça aussi c'est important, dans les études géoufologiques, il faut mettre de côté vos théories personnelles. Ouais. Parce que sans le savoir, elles vont vous influencer dans les enquêtes. Les théories populaires aussi, comme l'OVNI nucléaire par exemple, elles vont influencer. Donc il faut vraiment rester neutre quand vous faites ce genre d'études. Et vous en avez pas, vous? De quoi? D'explication. Expliquer quoi? Alors, je vais pas reposer la même question, mais... Bah non, mais un ovni, c'est quoi pour quelqu'un? Pour un témoin, c'est quelque chose qui ne sait pas, qui ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre. Mais un ovni n'est pas forcément un ovni. Attends, il y a les pans, il y a les ovnis, par exemple. Oui, non, mais un objet volant non identifié. Un objet, c'est quelque chose qui paraît matériel, au moins à Non, première mais vue. quand il y a un témoignage que quelqu'un observe, imagine ISS. Pour lui, c'est un ovni parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais quand il y aura une enquête, on lui dira ce que c'est. Laissons tomber l'ISS,
l'ISS. Les flashs iridium. C'est pas un objet, c'est un flash. C'est un phénomène aérien. Bah oui, mais dans les histoires de boules lumineuses. Ah, une boule lumineuse, c'est pas un flash iridium. Attention, dans 95% des cas, les témoins font une boule quand ils dessinent. Mais c'est une lueur à la base. Il y a des formations du dessin. Oui, on représente un objet. Micro. Non, c'est pas la souris. On est passé aux questions, je pense. Oui, juste quelque chose. Alors, récemment, j'ai découvert, il y a des chercheurs qui ont émis comme une possibilité que les Foo Fighters, donc ont été observés dans les années 40, pour la Deuxième Guerre mondiale, pourraient être également des lueurs sismiques liées au bombardement intensif, entre autres de l'Allemagne, mais pas que de l'Allemagne, du Japon aussi par exemple, qui est un pays sismique par excellence, et où il y a eu, d'ailleurs, une des plus célèbres photos de Foo Fighters a été prise au Japon. Et ce sont des avions japonais qu'on voit d'ailleurs. En fait, ils pensent qu'il y a une possibilité que ces bombardements massifs, s'ils se trouvent sur des zones de faille, des zones des mines, des choses comme ça, pourraient donc provoquer indirectement donc des émanations de type Foo Fighters. Une boule qui monte en ciel, qui va suivre un avion et qui va passer d'une aile à l'autre. Oui, non, mais attends, faut voir aussi les témoignages, après, il faut les étudier plus près. Faut les étudier plus près. Il y en a certains qui ont déjà été retirés de la nomenclature parce qu'ils ont été expliqués. Ouais, mais il y a un certain nombre de choses où il y a des poursuites qui ressemblent beaucoup à des boules de ce genre-là. J'ai rien contre les boules de lumière qui sortent du sol. Il y a plein de témoignages là-dessus. Mais j'aimerais bien quand même une relation causale entre une bombe qui tombe et une boule de feu qui monte. Je veux dire, c'est pas si évident. Tout le monde peut penser. Enfin, je veux dire, quelle est la causalité là-dedans? C'est ça ma question en fait. Parce que tout le monde peut penser n'importe quoi, tout ce qu'on veut, mais quelle est la relation causale entre la bombe qui tombe sur le sol et une boule qui monte? C'est pas une bombe, regarde, comme tu disais, ça peut être des tonnes, des centaines de milliers de tonnes de bombes. Oui, mais regarde Brest, quand on l'a rasé, c'était, je sais plus, 400 000 tonnes de bombes. C'est un truc complètement délirant. Et en quoi ça va produire un Foo Fighter? J'aimerais bien vous l'expliquer. Moi, je ne suis pas l'auteur de la... C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté, je ne suis pas l'auteur de l'étude. Gilles, tu as oublié d'expliquer K.E. hier, Willy. Oui, à force. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un ufologue qui recueillait tous les cas. Et c'était que Jean Tirode, tu as oublié de le préciser tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'était l'enquêteur local et... Un peu comme Rémi Fauchereau dans Lyon, qui récupère énormément de témoignages, Jean Tirole était l'enquêteur local qu'on allait voir pour lui signaler. Il n'allait plus même à la pêche aux observations, on lui amenait directement, les gens venaient le voir. Et c'est ça le problème. Rémi Fauchereau, c'est pareil. Et dans l'hypothèse électromagnétique, est-ce qu'il y a des études on est capable de comprendre comment le sol, je sais pas, on sait que le sol peut produire de l'électricité de cette façon. Tu prends deux roches, tu les frottes l'une contre l'autre, ça produit du courant électrique. Mais ensuite, comment ces mouvements du sol peuvent ensuite, dans l'air, à haute altitude, produire. On a une idée de tout ça, quelque chose. Alors, généralement, elle se forme en basse altitude. Elle ne se forme pas généralement en haute altitude. Elle se forme très proche des sols. Non, mais je voulais juste dire que tout dépend aussi de la présence d'ufologue. S'il n'y a pas d'ufologue, on ne peut pas savoir ce que il y aura moins d'informations. Il y aura un recueil moindre de. L'étude sera plus difficile. Il y a Tintin qui pose. Tintin, je me souviens des premières critiques des études comparatives entre les failles et les observations de Google. Les critiques, c'était de dire que finalement ça ne représentait absolument rien, car des failles, il y en a partout, et c'est suivant l'échelle à laquelle on travaille. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, pour l'étude, parce qu'il y avait aussi le projet faille de Joël Ménard qu'on a oublié de citer, qui voulait faire un périmètre autour des failles pour voir c'est où qu'il y avait des observations.
dans l'épisode OVNI de faille 1, enfin OVNI et faille géologique que j'avais fait sur DFTV, j'avais pris à une distance comprise entre 0 et 500 mètres. Après les autres, ouais, parce qu'après il peut y avoir deux failles qui sont côte à côte, ou une qui se croise, qui croise l'autre, etc. Mais il faut être précis. Hein. Le problème en ufologie, c'est que généralement on n'est pas précis. Pas assez. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. C'est à vous. Ouais, moi je parle à monsieur. Oui, alors par rapport à votre question, il y a le monsieur au bout, il voulait poser une question, il attend depuis tout à l'heure. Le monsieur Laurent. Il y a un critère qui peut être assez précis, c'est tu as dit que ça suivait la faille. Ça, c'est un critère. Si tu peux utiliser ça comme critère, c'est très discriminant. Parce que même si tu te trompes à 30 degrés, si tu peux le montrer sur un pourcentage même assez faible des cas, c'est suffisant en fait pour être discriminant. Même si c'est 50% des cas, c'est déjà très discriminant. À l'heure actuelle, c'est plus trop les cas qui suivent la faille qui m'intéressent, c'est les lueurs qui sortent tout seuls en ce moment. Qui rentrent tout seuls. Peut-être qu'à un moment donné, elles sont sorties du sol. Oui, mais pour la faire, dis le nom parce que. Et bien. Voilà. C'est Jean Tirot qui en a déduit que ça suivait la faille. Mais quand on regarde bien, à un moment donné, la faille elle s'écarte et voilà, c'est. Oui, je sais, mais il y a. En fait, déjà il faut voir l'interprétation du témoin, après tu rajoutes l'interprétation de l'enquêteur selon ses théories à lui, et après l'interprétation du public qui lira ça dans un livre. Donc on est loin du témoignage de base. Alors pour répondre à votre... je réponds, ben oui. Alors, j'avais lu un article d'un géologue, justement, qui avait émis l'hypothèse, bon alors au niveau des failles, il y a les couches peuvent remonter donc verticalement par rapport au sol, enfin perpendiculaire par rapport au sol, ou suivre en parallèle. Mais dans le cas où on aurait des failles, effectivement, qu'est-ce que c'est que la géologie? C'est des composants géologiques de matière qu'on retrouve également dans notre électronique. Et il avait fait un rapprochement entre le côté condensateur, où c'est des couches isolantes, accumulatrices, machin, qui fait qu'à un moment donné, il y a, quand il y a une... il est rempli, il y a une décharge. Alors la décharge, oui, ça peut aller vers ça peut suivre une ligne de faille. Si les couches sont parallèles au sol, on peut avoir des trajectoires qui surplombent un plasma, ou alors, si c'est une remontée parce qu'il y a pliure de l'écorce terrestre, à ce moment-là, il y a des décharges. Parce que les couches, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la technologie des condensateurs. Par contre, excuse-moi, j'ai oublié une autre théorie. C'était le camouflage des OVNI. Alors ça c'est plutôt une théorie un peu particulière où certains d'ailleurs disent que, je ne vais pas dire que les farfelus, mais c'est pas loin. En fait, quand les OVNI ou les structures passeraient au-dessus des failles, on les verrait parce que les ondes électromagnétiques des failles casseraient le camouflage visuel des OVNI. Il y a la même chose a été dite par, alors moi ça a été ma partie militaire quand j'ai travaillé dans l'armée, on retrouve le même phénomène avec les radars, et des radars particuliers, des radars de poursuite. Ce qui permet qu'on va altérer le champ électromagnétique de l'engin par à la fois le θ, enfin la forme d'onde qu'on va balancer, comme ce sont des énergies hyper denses pulsées, ça joue. Et effectivement, on peut jouer et voir, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par les Américains, dans l'US Air Force, la modification des radars de 43, et moi j'ai travaillé justement sur cette technologie-là, quand j'étais dans l'armée, effectivement, on peut transformer un radar classique en radar pouvant faire tomber les ovnis volontairement. Ouais, mais là ce soir, avec Gilles, on a surtout parlé des phénomènes extraordinaires. Oui, oui. Que tous les ovnis sont des bien sûr. C'est une partie du phénomène. Tout à fait. Mais pour en revenir sur ce que vous avez dit à la vidéo que vous avez présentée,
il s'avère qu'à un moment donné, ils le disent bien, le scientifique qui parle, qui exprime bien le phénomène qui est observé, qui est analysé, c'est comme quoi, effectivement, le radar repérait bien une manifestation réelle, mais qui n'était pas visible. Donc ça, c'est une donnée qui est assez intéressante. C'est assez connu entre guillemets, parce qu'il y a eu pas mal sur les plasmas. Il y a pas mal de théories qui ne sont pas mainstream, qui ne sont pas sur le fonctionnement de l'univers. Il y a même la cosmologie électrique, etc. Et il existe des plasmas froids. C'est-à-dire l'air peut très bien être plasmifié, mais vous ne le verrez pas. Par contre, le radar, comme c'est électrisé, les ondes radar vont être réfléchies par tous ces courants électriques invisibles, et on verra un objet alors qu'à l'œil nu, on ne voit absolument rien. C'est assez étonnant. Mais on peut imaginer que ce soit la même chose dans vice-versa. Effectivement, la notion de faille puisse révéler aussi certains passages ou certaines expressions. N'oublions pas que l'œil humain ne voit qu'une partie des ondes. Hein. Donc c'est très petit. Donc je pense qu'on peut avoir... Vous avez raison, il y a des infrarouges. Et on ne les voit pas, bien sûr. On les voit pas. Donc, alors, monsieur, vous voulez... Oui, donc il y a des cas intéressants récents d'objets volants non identifiés qui rentrent et sortent de volcans en Amérique du Sud, je crois, au Mexique. Et vous avez étudié ces cas Pas spécialement, non. Parce que là, donc, ils rentreraient ou sortiraient d'un volcan, donc une masse en feu avec des chaleurs. Là, ça interroge. Alors, ça dépend quelle est la nature de ce qui est émis ou ce qui rentre dedans. Ça peut être des masses gazeuses qui sont émises par le volcan, et parce que en fait, ce qu'on voit, c'est pas vraiment des choses structurées, à part peut-être la chose qui rentre dedans, mais ce qui en sort, ce sont des choses qui ressemblent beaucoup aux lueurs sismiques et au phénomène de la proximité des failles. Et l'hypothèse que donc, la Terre servirait une sorte de garage à ovnis, ça c'est... Je croyais que c'était les cigares. Oui. Les cigares, c'est n'importe quoi, non? Oui. Bah oui, ça fait partie des hypothèses. Oui. Nous, logiquement, le plan bien sous terre. Je pense que les réponses sont souvent simples. Hein. Oui, bien sûr. Mais l'interrogation, c'est en fait les ovnis sont venus sur la Terre de très nombreuses fois depuis très longtemps. Donc ils connaissent parfaitement l'être humain. Donc pourquoi continue-t-il à venir? Parce qu'on est un sujet d'étude permanent. On est des fous. C'est la partie des hypothèses. Non, mais c'est un fait qu'on peut affirmer, puisque depuis très longtemps, ils sont là depuis très longtemps, ils sont venus... Ce sont peut-être des extraterrestres historiques, des historiens, et qui vont étudier l'histoire de l'humanité sur toute l'époque. Il y a des historiens, il y a qui aiment la bonne bouffe, ils viennent pour notre cuisine. Non, mais oui, c'est eux qui ont fait cramer le McDo là. Dans l'ufologie, il n'y a pas que les extraterrestres. Je comprends. Il y a les extradimensionnels, il y a du futur, du passé. Voilà. L'hypothèse la plus répandue, elle a été médiatisée, c'est tout. C'est clair. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a qui font le lien aussi avec le paranormal. Aussi. Bien sûr. Avec la religion. Oui, bien sûr. Le fameux cas de Marial, Fatima. Oui, vous avez quelque chose de très intéressant derrière, vous avez un bouquin sur Méliou-Gordier. Oui, je connais bien. Méliou-Gordier, oui. Mais c'est en ex-Yougoslavie. C'est une apparition mariale. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, on va souvent très loin en ufologie, même dans le mariage. Vous allez à la Salette ou à Lourdes, voilà, à Kérésinène, en Bretagne, c'est pareil. Sauf qu'à Kérésinène, ils ne sont pas encore reconnus par l'Église. Alors que Fatima, c'est un cas très intéressant parce qu'il est reconnu par l'Église et scientifiquement, il est impossible de le remettre en cause puisque... La Salette, ça commence par le but de lumière. Pareil. Oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé de stratovolcan au volcan. Il n'y a qu'à se faire des veillées à côté de Clermont-Ferrand, puisque c'est construit dans un cratère de volcan.
il y a plein de... Et au sommet du Cantal, c'est un stratovolcan. Ils sont plus proactifs quand même, nos volcans. Oui, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient actifs, hein, justement. Ouais, ça c'est autre chose. Oui, même pour les failles, il y a beaucoup d'ufologues qui disent il ne faut pas s'intéresser aux failles qui sont inactives, comme la faille éphélienne dans la vallée du Toise. Non, ça c'est la transcription. La réalité, c'est pas ça. Ah non, Fatima, vous savez ce qui s'est passé à Fatima? Oui. Le soleil s'est mis à tourner sur lui-même. Jean-Claude Bourret en a bien parlé la dernière fois. Je pense qu'il ne faut peut-être pas rester sur Fatima. Il y a certainement des questions sur les failles et ovnis. Vous avez entendu? Moi, j'ai une question. Tous les critères. Oui, une question. Je peux passer quelques minutes. Je sais pas, peut-être vous me direz si vous ne m'entendez pas. Allez-y. Faut parler de la vie. Oui, j'ai une question par rapport. Vous avez abordé l'idée, peut-être l'apparition de boules à proximité de centrales nucléaires. Jusqu'à quelle distance vous estimez qu'il y a une corrélation ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que vous acceptez 1 km, 2 km, 3 km, 10 km, au-delà ou plus proche? Voilà. C'est une question que j'ai eu l'occasion d'observer. Comme des silos. On va dire pas toujours à distance. Tous les pays sont pour ça. Peut-être que... Oui, mais c'est loin, c'est trop loin. Alors, c'est loin et c'est pas loin, parce que quand on voit les cheminées, les kilomètres, elles sont à côté. Oui, mais c'est loin, c'est quand même... Voilà, c'est une question. La géographie, on a un problème de caméra. C'est facile. Je pourrais le dire, quand on a commencé à faire le nucléaire, c'est bon. Merci. Je dirais que c'est la question de la corrélation entre justement faille et ovni, parce que une faille, c'est pas très large. Est-ce que si l'ovni est sur la faille, bon alors effectivement la corrélation est possible. Maintenant, si elle est à 100 mètres, 200 mètres, 1 km. Moi personnellement... Ce que j'ai pas observé, c'est que j'ai pas regardé sur ma carte si j'avais une présence de faille. Je suis persuadée qu'il y en a, parce que j'ai dévalé, oui, il y en a partout, et en plus sur le coin, c'est vraiment très similaire. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, jusqu'à quelle distance vous acceptez une corrélation acceptable entre failles et entre centrales nucléaires, par exemple, et boules? Au bout de 3 mm plus loin, c'est fini. Il faut, je pourrais dire que le nucléaire, au début, c'était pas avec les parce que tu as des failles qui sont invisibles. Et puis des résurgences de failles et tout, c'est des fous. C'est un travail. Oui. Non, oui. Ce que Gilles, l'autre Gilles derrière moi, me rappelle, c'est qu'effectivement, les ufologues à l'origine ne faisaient pas de corrélation, donc il y avait quasiment, ils ne sont pas nucléaires à leur début, il y a pourtant beaucoup d'observations, mais il faut savoir que c'est quelque chose de particulier. J'en parle un peu là, à un moment donné, c'est que, comme LDLN, d'autres revues, mais beaucoup d'ufologues se battaient contre le nucléaire. Ils se battaient pour... C'était des précurseurs des écologistes, en fait. Que LDLN, c'était ça. Et vous aviez aussi le courrier interplanétaire, qui est paru donc, au début en 1955, jusqu'en 1967. Et c'était une revue où on parlait beaucoup de ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait écologie, mais c'était ça. Hein. Dès les années 60, dans ces revues, on disait qu'il fallait faire très attention à ce qu'on mettait dans les champs. On en était presque déjà à parler de culture bio, et qu'on était en train de saloper tout ce qu'il y avait autour de nous. Les ufologues des années 50 étaient tous des précurseurs de l'écologie. Et on s'en rend de plus en plus compte en lisant les textes qui sont parus dans certaines revues. Au début, dans LDLN, jusqu'au milieu des années 60. Moi, c'est une question sur la lecture des cartes et la représentation sur la carte. Par exemple, on voit que la faille est représentée par un trait très net, très bien localisé. Qu'est-ce que ça vaut ça? Ces cartes, elles datent de quand? Elles ont été faites par qui? Avec quelle précision? Tu disais en plus que ça se déplaçait avec le temps? Non, oui, avec le temps, ça peut quand même se déplacer. Une faille, non. Non. Ah, un million d'années, d'accord, mais sur une centaine d'années, ça n'a pas bougé. Non. D'accord. Et c'est profond, enfin, j'ai pas. Quelle valeur
quelle qualité doit-on donner à ces cartes en termes de précision Pour savoir un peu plus en détail, il faut que tu fasses une coupe géologique. Tu sais, avec le papier millimétré, et puis tu fais les différentes strates de roche. C'est ce qu'on faisait à la fac en géologie. Et là, tu peux savoir à combien elle descend. Mais c'est si tu fais une coupe géologique. Il y a des moyens de savoir. La plupart des failles, on ne sait pas, on les voit en surface, point final. Mais il y a plein de failles qui sont dormantes, et il y a des failles qui ont été étudiées par des méthodes géophysiques que je ne saurais pas expliquer parce que j'avais oublié tout ça, mais qu'on peut suivre en profondeur. On sait qu'il y a des failles qui sont carrément, qui vont jusqu'à 10 km de profondeur, et même plus profond encore. Oui, mais il y en a des très, très superficielles par contre. D'ailleurs, bientôt au PRGM, ils vont faire les cartes géologiques en 3D, donc on pourra descendre plus profondément. Mais c'est long à faire, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que le commun des mortels pourrait avoir accès à ces cartes? BRGM, sur quel site Aussi le site BRGM. BRGM. Non, le géoportail. Le géoportail, oui. Donc on tape sa ville par exemple. Oui, en fait vous allez sur la carte. Les coordonnées. Oui, les coordonnées. Oui, les coordonnées aussi. Vous avez la carte IGN, les plans cadastro, etc. Après c'est vous avez ce qu'on appelle des transparents qui viennent s'empiler les uns sur les autres. Voilà. Suivant ce que vous cherchez comme information. En fait, je voudrais savoir s'il se passe des choses au niveau des failles aux Antilles. Failles OVNI. Failles OVNI. C'est aussi la France. C'est la France, carrément, oui. On est plus ou moins resté en France métropolitaine. Oui, c'est vrai qu'aux Antilles, il y a, de toute façon, il y a déjà, ce sont des îles volcaniques. Hein. Bon, il y a énormément de tremblements de terre à Haïti, parce qu'on ne va pas parler que des Antilles françaises, on va aller aussi toutes les Antilles. Donc, bien sûr, Haïti, malheureusement. Oui, des failles, il y en a, c'est certain. Après, on passe de l'autre côté, il y a la Réunion, bon, pareil, île volcanique. Donc, obligatoirement, quelque part, il y a des failles aussi. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir la relation entre, par exemple, la plaine des Cafres en 68 et il y a le volcan pas loin. Est-ce que voilà, ce serait pas donc ça serait pas du type observation liée à la théorie de Persinger, par exemple? Pourquoi pas? Mais il y a sûrement beaucoup de travail à faire sur les Antilles. Tu veux t'y consacrer, c'est ça? Parce que quand j'y étais, il y a eu un phénomène lumineux. En fait, je ne l'ai pas vu par moi-même, mais on en a fait écho dans les journaux. Voilà. Parce que s'ils ont l'habitude de balader des planètes, ils ont... Oui. C'est intéressant de savoir, effectivement. Bruno, la prochaine fois, on a une caméra 360, tu auras pu attendre. Ce sera plus simple. Bon, tu voulais une dernière question alors? Oui, je veux savoir si dans le monde il y a des spécialistes sur ces failles. Vous êtes peu nombreux. C'est un spécialiste. Il y a eu beaucoup d'études dans les années 50. Il y a eu pas mal de travaux. Des travaux sur les travaux donc, au XIXe siècle. Disons que, oui, il y a des chercheurs qui travaillent sur les failles, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui travaillent sur failles et phénomènes lumineux. Voilà. En fait, tout ça, c'est pas tellement bien vu, tout ce qui est électrique, phénomène lumineux par la science. De toute façon, tout ce qui est foudre en boule. C'est pas explicable, donc on ne peut pas trop en entendre parler. Géophysique lumineux, effectivement, le laboratoire de la foudre, quasiment, il y a 4 ou 5 laboratoires de la foudre dans le monde. Oui. C'est un peu comme le GEPAN, il y a 3 ou 4 GEPAN dans le monde, il y a 4 ou 5 laboratoires de la foudre ou équivalents dans le monde, et il y en a un en France. Voilà. C'est très intéressant. Ce sont les premiers à avoir réussi à modéliser tous les types de foudre, de foudre en boule et de foudre globulaire. Ouais, sauf que la foudre en boule, il y a toujours plusieurs explications qui rôdent. Oui. Il y en a pour lesquelles c'est un morceau de silice qui est réduit, qui devient silicium, qui s'enflamme. Enfin,
il n'y a pas consensus. Bah, si l'homme mettait tout son fric, non pas à construire des bombes, des avions, des machins, à faire la guerre de partout, et si on le donnait aux sciences, là, on pourrait multiplier dans tous les secteurs de la recherche, de la bonne recherche. On est bien d'accord. On part, on marche sur la tête. Voilà, on marche sur la tête. D'ailleurs, je ne sais plus sur la recherche. Oui, oui. Monsieur a dit que ça allait bientôt changer. Ça va changer. Ah, Laurent veut plus poser sa question. Bah alors, Laurent, Laurent. Oh, sois pas timide. Laurent. En fait, peut-être que c'est pas plus mal comme ça, parce qu'il y a peut-être une arme à faire avec... Oh, ça y est, il va nous détruire la planète. Ce qu'il dit sur la planète, c'était une demi... Dans Black et Mortimer, je l'ai vu. Ah oui, oui. Hein donc... Ouais, ils vont nous envoyer des sprites rebondissants pour détruire des villes. Non mais c'est sûr que si c'était aussi puissant qu'un réacteur nucléaire, ou la moitié d'un réacteur nucléaire, ce serait quand même assez marrant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure cette soirée. La super émission, hein. Merci beaucoup. Très beau travail. Beau travail. Posez une pour l'année prochaine, dès maintenant. Et on encourage les hommes de terrain, comme monsieur, qui fait un bon job et qui connaît l'histoire, la géologie française. C'est bien si c'est le travail personnel. Donc, je rappelle une chose, je ne sais pas si je l'ai dit, la prochaine soirée OVNI Paris, il risque d'y avoir pas mal de monde, et je vous conseille d'aller dans le site, de prendre l'adresse et ce qui est marqué, et de m'envoyer un mail pour réserver. Le thème, il est doux, je croyais que je l'avais expliqué tout à l'heure, mais pour bien commencer, c'est d'une part présentation du livre sur le QCJ de Christian Serral, et surtout une table ronde sur le métier d'enquêteur en ufologie et sur le nouveau UFO de France. D'accord, alors moi une petite question sur le CB, il y a eu des recherches supplémentaires. Oui, c'est un nouveau bouquin. Ils ont ouvert une deuxième. Oui. Intéressant. Les bouquins. On peut trouver, enfin moi je n'ai pas trouvé les moyens, je vais faire ça.